Alors merci à ceux qui ont réussi à voler jusqu'à la salle pour atteindre, malgré la queue, à traverser tous les barrages et arriver jusqu'à l'atelier 1 de Marjolaine dès 11h30 ce matin. Je pense que vous méritez tous d'être félicités et récompensés. Vous êtes sûrement des abeilles. Je pense que vous êtes des abeilles. Donc moi, je m'appelle Catherine Flurin et j'ai passé 40 ans de ma vie avec les abeilles, mais vraiment avec les abeilles, puisque j'aurais consacré toute mon énergie professionnelle, mais aussi je vis au milieu des abeilles, c'est-à-dire que dans la maison où j'habite, il y a des abeilles dans la maison, il y en a tout autour, et je suis tout le temps accompagnée par les abeilles. Et moi, je suis là vraiment pour vous parler de choses qu'on peut découvrir qu'après 40 ans passés vraiment avec les abeilles. Il y a des messages très importants. Et les abeilles, ce ne sont pas des animaux domestiques. Les abeilles, on ne peut pas les enfermer. Quand elles s'installent dans une ruche, c'est volontaire, puisqu'elles peuvent voler, elles peuvent s'en aller quand elles veulent. Et on ne peut absolument pas domestiquer les abeilles. Donc c'est important de comprendre que si les abeilles sont là, dans mon jardin, avec nous, où que ce soit, c'est qu'elles le veulent. Et pourquoi elles le veulent ? Parce que les abeilles ont des messages très très importants à nous transmettre. D'abord, et des messages très utiles, indispensables. Donc vous avez totalement raison d'être là, parce que vous allez comprendre et pouvoir utiliser des pouvoirs des abeilles qu'elles ont depuis 120 millions d'années sur Terre, qui leur a permis de survivre à tous les cataclysmes les plus improbables qui se sont passés sur Terre depuis longtemps, et de pouvoir satisfaire tous leurs besoins avec très très peu de matière. Et une ruche, c'est indestructible et immortel, c'est-à-dire que la colonie d'abeilles se renouvelle en permanence. Donc elles ont le fameux secret de la jeunesse éternelle. Donc je vais vous l'expliquer, et c'est très simple, et ça vient de la nature. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse de connaître ça ? Le nom d'alchimie revient à la mode. Au Moyen-Âge, on parlait d'alchimie, des alchimistes. C'était ceux qui savaient transformer n'importe quel métaux en or. Il y avait un des pères de la médecine qui s'appelle Paracels, et quand il a quitté ce monde, on a retrouvé dans son atelier qui traînait des clous à moitié fer, à moitié or. Donc il transformait les métaux en or. Et quand on l'interrogeait, ce Paracels, il disait c'est normal, je fais ça avec la nature. Et donc le temps a passé depuis, et on ne s'est jamais trop penché là-dessus. C'est devenu un peu légendaire pour les films. On a dit oui, les alchimistes, ils transforment les métaux en or. Mais en fait, les principales alchimistes sur Terre, c'est les abeilles. Et qu'est-ce que ça veut dire l'or ? Et qu'est-ce que ça veut dire les métaux ? Eh bien, l'or, en fait, ça correspond au soleil, à la lumière, à l'amour, et à la santé, et à la vie, et à la jeunesse. Donc, transformer toutes les matières minérales en éternelle jeunesse, c'est ce que font les abeilles au quotidien. Et le résultat de cette alchimie, c'est ce que vous avez devant les yeux. C'est le miel, c'est la propolis. Donc, avec nos sciences parfois trop détaillées, qui sont quand même très utiles, on peut maintenant voir que la propolis, par exemple, nous on a fait des publications scientifiques, on peut voir que la propolis, incroyable, la propolis aqueuse, celle que l'on a sur le stand Ballot-Flurin là, en L10, a des propriétés antioxydantes bien supérieures à toutes les références que l'on peut avoir dans les laboratoires pharmaceutiques. Donc on s'aperçoit que les produits de la ruche sont des fabuleux médicaments très actifs et qui continuent à être actifs quelles que soient les circonstances. Donc le miel, c'est un antibactérien, c'est un antiviral. La propolis, c'est un antioxydant anti-âge incroyable. Et donc dans ce que vous voyez devant vous, les produits de la ruche, c'est le résultat d'une alchimie. Une alchimie, c'est-à-dire partir des fleurs, de la terre, du soleil, récolter le nectar choisi par les abeilles dans les fleurs, dans la matrice autour de la ruche, et produire de l'or
du soleil, du miel, quelque chose qui va vous donner, si bien sûr vous ne le volez pas aux abeilles, si ce n'est pas un miel industriel fait avec des sirops, hein, parce qu'aujourd'hui on a oublié les principes de l'alchimie, on les a complètement oubliés, donc on croit que la matière c'est simplement une addition de composants, on vous met l'analyse nutritionnelle sur les produits, mais ce n'est pas ça la matière, c'est de l'information, et de l'information avant tout. Donc ce que vous absorbez c'est l'histoire du produit, c'est vraiment l'addition de tous les événements qui ont permis ce produit, et donc l'information contenue intrinsèquement dans les molécules, dans les atomes du produit. Et c'est ça que vous absorbez. Donc le miel, c'est une information alchimique. C'est la propolis. L'extrait à queue de propolis. Oui, l'extrait de propolis sans alcool. C'est très antioxydant. Et le miel contient... alors, le miel est inexplicable. C'est-à-dire que si vous voulez, normalement, quand vous prenez du sucre, si vous en mangez beaucoup, c'est stocké sous forme de graisse et vous grossissez. Eh bien, le miel, pas du tout. Incroyable. Le miel, quand il est vivant, on va prendre un miel de tilleul, un miel d'acacia, miel de thym, miel millefleur, miel de feuillu. Bon, je vous expliquerai après les différences entre les miels. Eh bien, ils contiennent tous... Quand ils sont faits dans le respect des abeilles, c'est-à-dire que si vous voulez, nous, on ne va pas voler le miel aux abeilles. On travaille, vous le verrez sur notre stand, si vous avez, on montre des images, on travaille sans voile, sans gants, sans enfumoir. Donc, ça veut dire que quand on récolte le miel, les abeilles, elles sont d'accord. Alors, donc, de ce fait-là, le miel, il contient toute l'information positive des abeilles. Il n'y a pas de transformation, puis on le laisse bien mûrir dans la ruche pour qu'il y ait bien toute la maturation, les éléments vitaux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le miel quand on mange du miel ? Eh bien, ça contient des enzymes, par exemple le glucosoxydase, qui est un enzyme incroyable que trouve nulle part que dans le miel. Ça contient du deutérium, qui est un élément de la table chimique de Mendeleïev, mais qui est tellement instable qu'on l'a enlevé de la table. C'est que dans les tables qu'étudient les chimistes de très haut niveau. Ça s'appelle le deutérium. C'est un élément très instable et on le trouve que dans les étoiles et dans le miel. Donc le miel contient des éléments qui vont provoquer des réactions alchimiques dans votre corps. C'est-à-dire que quand vous absorbez du miel, au lieu d'être stocké sous forme de graisse, c'est immédiatement utilisé par votre cerveau, le glucosoxydase permettant l'assimilation directe par le cerveau, par les muscles blancs, l'estomac, tous les muscles du corps actifs également. Et ça va provoquer donc une régénérescence immédiatement, non seulement de vos idées, c'est-à-dire que vous allez avoir des pensées beaucoup plus claires, beaucoup plus régulières. La gelée royale, qui est aussi un produit de la ruche avec toute cette alchimie, est le meilleur antidépresseur qu'on connaisse. La gelée royale, prendre du miel. Donc vos pensées seront beaucoup plus claires, mais votre corps va être plus jeune. Votre corps va être plein de vie. Alors on croit qu'il faut faire un régime draconien pour mincir. Pas du tout. Il faut prendre des aliments vivants. Si vous mangez des aliments qui n'ont pas de vie, eh ben vous avez encore faim. Parce que votre corps, il réclame de la vie, s'il vous plaît, de la vie. Ce n'est pas des calories qu'on veut, c'est de la vie. De la vie, s'il vous plaît. Et donc, les produits de la ruche conçus avec la collaboration des abeilles contiennent un maximum de vie. Donc, ils vont vous apporter cette jeunesse, cette vigueur éternelle qui sera c'est très simplement à votre disposition. Le secret de l'alchimie est dans la nature. Il est dans les abeilles et il est à votre portée. Mais on l'a oublié. On l'a oublié, on est en train de le redécouvrir. Donc actuellement, le grand alchimiste médecin du début de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui s'appelle Paracels, vous pouvez vous renseigner sur lui et réétudier. Et on se pose des questions sur Paracels. Et nous, donc, on va non seulement observer les abeilles, mais on va aller chercher dans les vieux grimoires familiaux et antiques les recettes les plus incroyables qui ont été complètement oubliées. Et donc, ce que vous avez bu là, en arrivant, ceux qui étaient un peu en avance, les autres pourront le goûter, bien sûr, hein, c'est à votre disposition, le breu. Ces boissons sont des recettes alchimiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a reproduit les principes de l'alchimie les plus anciens. Et figurez-vous que dans ma famille, où il y a c'est une lignée de 8 guérisseurs,
médecins qui soignaient avec des eaux thermales, ils avaient tous consigné des recettes incroyables et on les retrouve dans les grimoires de Paracelse et de l'alchimie. Alors, je vous ai écrit quelques mots. En fait, chaque métal correspond à une planète selon Paracelse. Mercure, cuivre, argent, fer, étain, plomb. Donc, vous voyez, il y a la planète Mercure, c'est le mercure. Vénus, c'est le cuivre. La Terre et la Lune, c'est l'argent. Mars, c'est le fer. Jupiter, c'est l'étain. Et Saturne, c'est le plomb. Et ça, c'est les éléments minéraux qu'on trouve dans les plantes. Quand il fait beau et que le soleil brille, le soleil vient tirer de la plante une eau informée de ces 7 métaux. Le soleil que vous voyez là, donc, il vient chercher dans la profondeur de la terre les 7 métaux. Et l'abeille, avec sa longue langue, elle va sortir de la ruche et aller chercher au fond de la plante les 7 métaux de l'alchimie. Le nectar, en fait, c'est de l'eau informée de ces 7 métaux. Donc, c'est une eau minéralisée. Et qu'est-ce qu'elles vont faire dans la ruche ? Elles vont le transformer en concentrant ces métaux, en les réunissant par des enzymes comme le glucose oxydase, en or, en médicament universel. C'est de l'alchimie. Voilà la démonstration de Paracelse. En fait, on croit qu'il était dans un laboratoire dans le noir, en train de transformer des... Vous voyez, on voit ça dans les films. Non, non, les abeilles font ça toute la journée et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que je vais vous dire comment on peut le faire. Le soleil, l'or, c'est l'amour. Et donc, si vous réfléchissez bien, si vous voulez transformer n'importe quel élément matériel et minéral en or, eh ben, c'est dans la pensée. Donc, l'apiculture douce, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'apiculture qui respecte les abeilles, qui ne va pas les brusquer. On ne va pas mettre des voiles, des enfumoirs, on va aller tout en douceur et tout en respect vers les abeilles et on va être vraiment à leur disposition. Et quand on fait ça, quand on récolte le miel, on pense à vous, à toutes les personnes qui en ont besoin. Parce que sinon, on pourrait rester dans notre coin et faire... Mais non, on est dans la recherche, en fait, de cette humanité baignée dans le soleil. Et c'est ce que les abeilles font. Les abeilles, elles travaillent pour les générations futures en permanence. Elles ne s'occupent pas, quand elles sortent de la ruche, de savoir si ça va leur rapporter à elles. Ça ne leur rapporte rien à elles d'aller butiner. C'est pour les autres abeilles de la ruche et puis surtout pour les générations d'après. Et c'est dans la joie qu'elles le font. On a développé une gamme d'élixirs de la ruche qui se font, qui donnent le tempo de chaque sentiment émis par les abeilles. Et donc, un des élixirs s'appelle Sueur du ciel, et celui-là, il donne la joie de vivre des abeilles. Donc, ce que je vous dis là, ce sont des choses très très simples qui sont à votre portée à tous. Ça veut dire que si vous voulez connaître et même vous-même faire de l'alchimie, c'est-à-dire avoir le secret de l'éternelle jeunesse, l'éternelle santé, votre corps fort, mince, en pleine vigueur, eh bien, vous pouvez le trouver facilement dans le modèle des abeilles, mais aussi en choisissant des produits qui sont chargés d'informations de respect animal, de respect des plantes, qui sont fécondants. Et donc, tous les jours, quand vous prenez votre petit déjeuner le matin, regardez ce que vous avez sur votre table ou au moment où vous faites vos courses et choisissez, et bravo d'être à Marjolaine parce que c'est un bon endroit pour choisir des produits qui sont dans le respect animal, mais choisissez des choses qui contiennent de l'amour, qui ont le message de l'amour et vous allez vous-même en bénéficier et donc être baigné dans ce secret d'éternelle jeunesse, d'éternelle minceur, d'éternelle joie. Et aussi, quand on souffre, quand on a... Parce que la vie est une aventure, on ne voit pas toujours la lumière, et bien justement, ça va vous permettre à votre cerveau, quand vous allez prendre par exemple une cuillère de miel d'acacia, une cuillère de miel de rhododendron, qui sont des miels très lumineux, vous avez également le miel de lavande, ça a des qualités. Le miel de rhododendron, il contient une vitamine, une petite quantité de vitamine C, mais extrêmement active qu'on assimile tout de suite. Donc si vous êtes très fatigué, très affaibli, immunité assez affaiblie, vous prenez une petite cuillère de miel de rhododendron et immédiatement, vous allez avoir les effets dans votre cerveau. Vous allez avoir de la lumière, vous penserez de la lumière, vous rayonnerez. On est des soleils, nous aussi, tous. Tous, on est des soleils. On est tous des alchimistes. Mais les abeilles sont là pour nous l'apprendre, pour nous le redire. Et c'est simple. Ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est simple. C'est dans votre alimentation et c'est dans votre pensée. Et vous pouvez trouver des sources de guérison incroyables
d'ailleurs, pour toutes les maladies. D'ailleurs, c'est ce que faisait Paracels. Il avait référencé toutes les maladies. Alors, à l'époque, il dénonce d'ailleurs, déjà dès la Renaissance, la médecine carcan qui obligeait à ne se soigner que par une méthode reconnue officiellement. Et lui, il a mis en avant, justement, on va dire, la méthode plus moderne de médecine de la Renaissance. On pouvait justement joindre le traitement physique au traitement de l'esprit, et que les deux ne pouvaient que aller en synergie et ne pas rester dans un carcan et ne pas admettre la peur non plus. Parce que souvent, dans la médecine actuelle, et ça va l'être de moins en moins parce qu'ils se rendent compte que c'est une erreur, mais souvent, on accompagne la personne avec de la peur au lieu d'accompagner avec de l'espoir. Et donc là, on est à l'inverse de la guérison, de la possibilité de guérison. David Servan-Schreiber disait à un moment dans un de ses livres, il disait, moi quand on m'a diagnostiqué le cancer, les médecins m'ont regardé comme si j'étais déjà mort. Mais quand j'ai vu les statistiques, j'ai vu que j'avais 99% de chances de mourir, mais 1% de chances de m'en sortir. Et il s'en est sorti quand même pendant 20 ans. Il est resté avec son cancer en donnant beaucoup de... Et il a fait progresser énormément la médecine grâce à ça. Et donc il s'est intéressé au 1%. 1% de soleil, 1% d'espoir, 1% que l'on peut faire briller. Vous êtes des soleils. Vous êtes des soleils, c'est ce que les abeilles vous disent. Vous êtes tous des soleils, vous avez le soleil en vous et vous pouvez briller. Et vous pouvez briller grâce aux produits de la ruche en les consommant. Voilà le message. Alors, maintenant, il y a sûrement des questions plus pratiques que peut-être vous aimeriez poser. Donc, si vous voulez qu'on échange et si certaines personnes ont des questions, comme l'atelier va passer vite, je suis prête à accueillir vos questions dès maintenant sur les abeilles. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Oui, merci. C'est une très bonne question sur le moment où on va prendre le miel. Alors, il est bien évident que le miel, c'est bien de le prendre de manière isolée par rapport au repas. Il y a des régimes qui ont été écrits qui sont très, très efficaces justement pour les personnes qui veulent garder la ligne ou perdre du poids. Un grand cuisinier français avait écrit un livre sur la manière dont il avait maigri avec le miel. Donc, en fait, le miel, il faut le prendre quand on a faim. Et quand notre corps réclame entre les repas quelque chose. Si vous prenez un biscuit, il y a surtout du saccharose dedans et des graisses. Si vous prenez du miel, vous allez avoir immédiatement la réponse à votre besoin de l'organisme. Et donc, ça va réanimer vos facultés du cerveau, vos muscles, votre cœur. Donc, le miel pris en dehors des repas et seul, c'est très recommandé. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de prendre des grandes quantités de miel, hein. C'est de l'information. Donc, selon les personnes, même simplement une demi-cuillère à café de miel a un maximum d'effet parce que c'est assimilé directement. Donc, à prendre, par exemple, dans la matinée. Vous pouvez emmener votre petit pot de miel. Alors, nous, on a décliné le miel sous différentes formes. Par exemple, pour les sportifs, on a fait un gel endurance à base de miel et de plantes qui permet justement de tenir le coup lorsqu'on a une activité physique intense, mais on peut aussi le prendre quand on a une activité cérébrale ou au travail intense. Ça se dilue dans l'eau. Il y a une petite gourde, vous verrez sur le stand, où on peut remplir ce gel endurance dans une petite gourde. Et vous pouvez aussi le mettre dans une bouteille avec de l'eau, c'est très bon. Ça a un très bon goût, c'est 100% cru à base de miel et de plantes. Et là, vous serez vraiment soutenu. Ça, c'est au contraire pour le boost, c'est pour le fast. C'est ceux qui courent très vite, ceux qui font un effort très intense. Ça sera pris évidemment seul, en dehors des repas. Et puis après, vous avez ce que je vous ai fait goûter, qui est le breu, qu'on va prendre quand on a mal à la gorge. Moi, j'en ai pris avant de venir, là, parce que j'allais pas vous parler. Bon, il y a un micro, c'est génial, mais ça va assouplir énormément les cordes vocales. Et quand on passe du chaud au froid, comme c'est le cas maintenant, vous allez avoir un renforcement immunitaire. Et même quand on est malade, hein, c'est un traitement, hein, c'est vraiment très efficace. Après, vous avez Eau Je Digère à prendre, là par contre, après les repas, quand on a des difficultés digestives. Vous savez qu'un des secrets aussi de
de la beauté, de la minceur et de la joie, c'est d'avoir une bonne digestion. Et le fait de mal digérer ou d'avoir des colites, des problèmes digestifs, c'est facteur de grande tristesse, de grand abattement et aussi de mauvaise alimentation à terme. Donc là, on a formulé ce haut je digère justement pour vous faire bénéficier directement du miel après le repas pour les personnes qui ont des problèmes digestifs. La propolis aussi, c'est très bien pour les problèmes digestifs. Quand on a du reflux, vous pouvez prendre 2 gouttes de propolis après les repas, là pour le coup, et ça enlève le reflux. Ou bien le matin à jeun, c'est excellent. La propolis, et on a des gélules des voies digestives que je n'ai pas amenées là parce qu'on a pas mal de manières de présenter le miel. Des gélules de propolis des voies digestives qu'on prend justement et qui vont tapisser toutes les villosités de l'estomac et de l'intestin et qui vont aussi agir sur le reflux gastro-œsophagien. Comment c'est la propolis ? La propolis, c'est vraiment le résultat de la pharmacie de la ruche. Les abeilles, elles se concertent dans la ruche et elles analysent tous les micro-organismes qui pourraient nuire à la colonie. Donc s'il y a un virus qui est un peu en train d'envahir ou s'il y a un champignon, s'il y a une bactérie, elles vont analyser le contenu de la ruche en termes de micro-organismes. Et ensuite, elles vont s'organiser grâce à la danse des abeilles pour aller chercher à l'extérieur l'antidote à tous ces micro-organismes. Alors où est-ce qu'elles vont ? Elles vont sur les branches cassées, sur les bourgeons, partout où les plantes ont sécrété des baumes et des produits antiseptiques pour protéger la plante. Quand la branche est cassée ou quand le bourgeon sort, la plante va sécréter son propre médicament. Et donc elles vont aller collecter les médicaments adéquats dans la nature et elles vont ajouter à ces baumes de plantes, donc à ces résines de plantes, elles vont ajouter des sécrétions de leur propre corps. Et dans le corps de l'abeille, il y a des sécrétions, on pourrait dire salivaires, de son jabot, dans son jabot, qui sont extrêmement actives aussi. Donc le mélange des deux, plus de la cire qu'elle va sécréter in situ, va former une pâte, une petite boule, une couleur marron-orange, qu'elle va ramener sur ses pattes arrière et qu'elle va déposer dans la ruche à différents endroits. Donc l'intérieur de la ruche, que ce soit en bois ou en n'importe quel matériau, sera recouvert entièrement de cette résine. Et à l'entrée de la ruche, il y aura un paillasson. Et les abeilles, avant de rentrer, elles s'essuieront les pattes sur le paillasson de propolis. Et quand l'apiculteur ouvre le toit de la ruche, après, au moment où c'est refermé, ça peut créer un petit courant d'air. Les abeilles, elles vont coller le toit de la ruche, le couvre-cadre, avec la propolis tout autour pour pas qu'il y ait de courant d'air. Et ça va étanchéifier complètement la ruche. Si le bois est un peu abîmé, usé, le bois de la ruche, elles vont mettre une colle à l'endroit où il y a un trou, où il y a un nœud qui a sauté. Donc ça a le rôle de complètement préserver la ruche de tous les risques qu'il peut y avoir, aussi bien micro-organismes que humidité. Mais en même temps, ça joue le rôle d'une immunité collective très active, puisque la propolis qui est récoltée aujourd'hui ne sera pas la même que celle dans un an. La propolis qui est récoltée en Chine n'est pas la même que celle qu'on récolte ici dans nos régions. Et donc, c'est très important, pour avoir le maximum d'activité de la propolis, de l'acheter de bonne qualité, fraîche, et de l'acheter, que ce ne soit pas des propolis d'importation, parce qu'on entend parfois parler de la propolis verte du Brésil ou des choses comme ça. Bon, elle est très très efficace, cette propolis, mais elle s'adresse aux climats tropicaux. Si vous voulez, ça vient d'une plante qui s'appelle le baccharis, et qui est une plante qui est phytorémédiante et qui nettoie les terres qui ont été abîmées par les mines. Les mines sont très polluantes. Donc c'est très bien pour les personnes qui vivent en permanence dans un climat tropical. Nous, on a une propolis donc des Pyrénées et puis des régions avoisinantes des Pyrénées qui est, on appelle ça poplar type, donc on a fait toutes les études scientifiques là-dessus. Et cette propolis-là, elle est extrêmement efficace pour les climats tempérés, et notamment chez nous. Elle va avoir plus de qualité antibactérienne, très très antibactérienne. Donc ça va être très bien pour prévenir les hivers froids et pour éviter justement tous les micro-organismes qui sont liés à la sphère digestive. Et ça va être très antifongique.
tout ce qui est mycose, problème de champignons, quel qu'il soit, c'est très efficace sur ces... Donc on dit que c'est antifongique. Ça enlève les champignons. Donc en usage externe comme en usage interne. Oui. Alors la propolis, donc c'est une bonne question. Donc la propolis, ça se présente sous la forme d'une pâte extrêmement collante. C'est même utilisé chez les luthiers pour coller les violons, les Stradivarius avec de la propolis. Donc, quand on la récolte, c'est une colle. C'est une pâte collante. Vous voyez, alors, ça colle dans les dents. Si vous en mangez, c'est bon à manger, mais ça colle sur les doigts. Ça colle partout. Et donc, on peut la consommer comme ça, sous sa forme très brute. Mais c'est très difficile à assimiler parce qu'en fait, ça passe à travers les voies digestives. On ne peut pas la consommer comme ça. Donc, nous, on a mis au point une méthode à partir justement, je vous parlais des grimoires familiaux. Donc on a une méthode unique pour préparer la propolis. En fait, on la prépare avec de l'eau de vie, avec de l'eau de source et avec une phase grasse de l'huile pour la mettre dans des crèmes. Donc on a 3 formes d'extrait de propolis. Soit elle est dissoute dans l'eau, et ça donne un extrait aqueux, légèrement clair, qu'on vend en petites fioles comme ça. Soit elle est dissoute dans l'eau de vie, donc là c'est effectivement de l'alcool, mais alors à chaque propolis a son usage, je vais vous l'expliquer après. Soit elle est sous forme de cire, de matière grasse, et là on va pouvoir l'appliquer comme crème. Donc l'extrait aqueux, c'est le plus antioxydant de tous. C'est-à-dire que si vous voulez justement soigner quelque chose de chronique, il faudra prendre l'extrait aqueux. C'est très bien pour les enfants aussi, pour les personnes qui ne supportent pas l'alcool, et c'est très efficace pour justement rajeunir un organe, guérir quelque chose de chronique. L'extrait que l'on fait avec l'eau de vie, ça va agir immédiatement. On vend un spray pour la gorge qui s'appelle le spray nomade d'urgence. Donc là, il y a propolis, eau de vie et miel. Et là, du fait que l'eau de vie dissout certains flavones très antibactériens de la propolis, on va avoir un effet très rapide, immédiat. Mais par contre, il ne faut pas l'utiliser souvent. En répétitif, il faut mieux utiliser l'extrait aqueux. Et enfin, vous avez l'extrait gras de propolis qui se présente sous la forme d'une cire très dense et qu'on utilise en baume ou en pommade. Vous voyez par exemple dans la crème de l'apicultrice ou dans la crème pour les lèvres, il y a une dose importante de cire de propolis. Et cette cire de propolis, elle est très 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 bonne pour la peau. Elle régénère énormément la peau, quoi. C'est vraiment un effet liftant et régénérant profond des tissus très, très intense et efficace. Donc, c'est pour ça que des formules très simples comme celles que l'on met dans nos crèmes marchent aussi bien. Si vous voulez, les laboratoires pharmaceutiques ou cosmétiques, ils peuvent s'interroger dans tous les sens. Ils n'ont pas le secret alchimique de la ruche. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi une quantité de cire de propolis, qui est normalement un déchet que certains apiculteurs n'utiliseraient même pas, est aussi efficace. Et on va y revenir de plus en plus. D'ailleurs, on a de plus en plus de demandes pour nos produits et la quantité de propolis étant limitée par ruche, là, sur le stand, il nous manque déjà la moitié des références. On voit qu'il y a une ruée vers ces produits-là qui sont très, très, très efficaces. Et ça va être de plus en plus. Donc, je pense que c'est utile que c'est des produits qui sont stables, on peut les garder. C'est utile d'en avoir à la maison, quoi. De l'extrait de propolis, il faut en avoir à la maison. C'est indispensable parce que ça peut vous sortir d'affaires. On l'utilise aussi pour les otites, en partie les otites externes. On l'utilise pour plein de besoins quotidiens, tous les petits maux qu'on peut avoir, un bouton, enfin, si vous avez des questions particulières. Herpès, verrue, ouais. Perlèche, Oui, c'est très, très efficace contre les perlèches. En quelques jours, ça va détruire une perlèche. En médecine classique, une perlèche, on va vous donner de la bépantène, où dedans il y a de la chimie, de l'huile de laine, et un alcool pour sécher avant. Et la perlèche, elle va revenir sans cesse. La perlèche, ça ressemble à un herpès, mais c'est pas un herpès. C'est une énorme gerçure, souvent l'hiver, due à l'humidité. Et si vous la grattez, elle s'étend, c'est comme un champignon.
Par contre, c'est pas transmissible comme l'herpès, mais c'est tout aussi disgracieux et tout aussi inconfortable. Et de la propolis pure, moi j'en ai mis, pendant 20 ans j'ai eu des perlèches. Quand j'ai découvert le produit baume des Pyrénées à base de propolis, donc une cire avec de la propolis, à ma grande surprise, en 2 semaines, ça l'a tuée, elle n'est jamais revenue. Alors que j'avais toujours un tube de bépantène depuis 20 ans que le médecin m'avait prescrit et qui est tout à fait inefficace. Ouais, ça c'est un bon exemple parce qu'en fait c'est durable. C'est encore un effet de l'alchimie des abeilles, c'est-à-dire que si vous voulez, quand on a des verrues ou de l'herpès ou de la perlèche, on nous prescrit un soin, mais ça revient quand même parce que les médicaments souvent ne soignent que le symptôme, alors que les produits de la ruche, comme c'est profondément antioxydant, profondément régénérant, ils vous apportent vraiment un résultat très durable sur lequel on n'a pas à revenir et on se sent mieux et c'est très dynamisant. Alors là, moi j'avais une tante qui, mais c'est pas la seule, hein, qui me dit alors Catherine, si jamais tu arrivais à me soigner les mycoses, les mycoses ont disparu en 1 mois. Elle avait 70 ans, elle avait des mycoses toute sa vie. Donc ça marche très très bien pour les mycoses des pieds. Voilà comment on peut l'utiliser pour les mycoses des pieds. Alors pour les mycoses des pieds, ce que je recommande, c'est de prendre quand même aussi la propolis par la bouche, sous forme de gélule des voies digestives ou d'extrait de propolis liquide, 1 goutte tous les jours. Pendant une durée suffisante pour les mycoses, il faut en prendre très peu, mais tous les jours. 1 gélule ou 1 goutte, tous les jours, pendant 1 mois. Et en même temps, vous vous lavez les pieds tous les jours avec du shampoing douche de la ruche, par exemple, qui est très riche en propolis. C'est excellent. Donc vous lavez dans une bassine ou dans le fond de votre baignoire. Vous mettez une giclée de shampoing et vous laissez bien vos pieds trempés dedans. Et après, le soir. Le soir, ça suffit. Vous faites ça le soir, vous rincez et vous séchez. Et éventuellement, vous pouvez ajouter du baume de soin des Pyrénées. Ma tante, elle l'a fait rien qu'avec la prise de propolis par la bouche et le shampoing douche. Si on met du baume de soin, ça accélère encore la guérison. Et c'est durable, c'est-à-dire que ça ne revient plus. Pour les mycoses des pieds, mais il faut tremper ses pieds dans le shampoing douche. Parce que là, ça va aller chercher vraiment les micro-organismes derrière les petites peaux. Ah, merci de parler du pollen. Alors, le pollen, c'est la semence mâle des fleurs. Donc, les abeilles vont aller chercher le miel pour se donner la force, les glucides. Et elles vont récolter aussi du pollen. Alors, de 2 manières. Déjà, elles transportent le pollen de fleur en fleur sans le faire exprès, puisque quand elles plongent dans la fleur avec leur langue pour aller chercher le nectar, leurs poils se recouvrent de pollen et passant de fleur en fleur, elles vont amener le pollen d'une fleur à l'autre, donc elles fécondent les fleurs. En fait, un des rôles principaux des abeilles, c'est de féconder les fleurs, donc elles fécondent en allant de fleur en fleur grâce à leurs poils remplis de pollen. Donc, il y a du pollen aussi dans le miel, parce que quand elles rentrent dans la ruche, elles ramènent tout le pollen qu'elles ont sur leurs poils. Et dans tous les miels, c'est comme ça qu'on les identifie. D'ailleurs, on regarde au microscope et on sait que ce miel-là, c'est du tilleul, parce qu'il y a le pollen de tilleul qui est facile à identifier dedans. Là, ce miel-là, c'est de la lavande. Donc, le miel, c'est fait de nectar, mais il y a un tout petit peu de pollen dedans qui est caractéristique de la fleur et qu'on peut donc qui permettent d'identifier. C'est très important qu'il y ait du pollen dans le miel, parce que maintenant, ils surfiltrent les miels pour éviter qu'on sache d'où ils viennent. Parce que comme il y a beaucoup d'importations et qu'on est obligé de marquer que le miel est importé, les gros conditionneurs de miel, ils suppriment tout le pollen. Comme ça, on ne sait pas si le miel il vient de Chine, d'Argentine, s'il a été fait avec du sirop. Donc, c'est très important que le miel il contienne le pollen. Bon, mais ça, c'est difficile à voir à l'œil nu, mais sachez que c'est comme une information importante. Le miel contient du pollen. Après, le pollen, vous pouvez aussi le consommer tel que là, c'est-à-dire tel qu'il est récolté par les abeilles et qu'on peut le récolter dans la ruche. Malheureusement, comme le pollen est parfois très demandé, les apiculteurs ils mettent des grilles à l'entrée de la ruche. Et donc les abeilles, elles sont obligées de passer par la grille pour déposer le pollen. Et quand elles ressortent, elles sont pressées de repartir. Ça leur arrache parfois les pattes et les ailes. Donc on retrouve dans les tiroirs à pollen des pattes et des ailes d'abeilles. Donc nous, on ne voulait pas utiliser ce procédé. Donc on a mis au point un système de récolte libre arbitre
où il y a 2 sorties pour les abeilles, 2 entrées donc, et elles peuvent librement déposer le pollen et sortir librement de l'autre côté. Et d'une manière surprenante, ce procédé permet de récolter autant, voire plus de pollen, parce que les abeilles ne sont pas enfermées derrière une grille, et elles travaillent mieux, et donc c'est du pollen libre arbitre. Ça, c'est pour la méthode de récolte. Après, pour les vertus du pollen, elles sont absolument fabuleuses, les vertus du pollen, parce que justement, ça contient tous les acides aminés indispensables. Les acides aminés, c'est les protéines, hein, donc on a besoin d'acides aminés pour la construction de nos muscles. Et ces acides aminés, ils sont souvent en chaîne. Donc quand vous mangez de la viande ou des protéines animales en général, c'est très difficile à assimiler. Ça demande un énorme effort à l'organisme, qui doit produire des enzymes pour défaire les chaînes des acides aminés. Alors que le pollen, c'est des acides aminés libres. C'est-à-dire que ça ne demande aucun effort à l'organisme pour l'assimiler. Donc c'est les meilleures protéines qui soient préparées, prédigérées par les abeilles et par les plantes. Et donc c'est très bien pour les personnes qui veulent réduire la quantité de viande pour faire du bien à la terre. Beaucoup de véganes, malgré qu'ils ne mangent pas de produits animaux, ils nous achètent du pollen parce qu'on est les seuls à faire du pollen vegan, on va dire, puisqu'on ne dérange pas les abeilles en le faisant. Donc ça, c'est bien de le savoir, que ce n'est pas du pollen qui fait du mal aux abeilles. Et ça apporte non seulement tous les acides aminés, donc très bon pour les cheveux, pour la peau, pour la construction du corps, pour la croissance, pour empêcher la dégénérescence, facteur de jeunesse, facteur de santé digestive, excellent contre les rides. C'est très très visible quand vous prenez du pollen. Et très bon pour les cheveux, donc les ongles. Les personnes qui ont tendance à perdre leurs cheveux, en prenant du pollen, ça apporte énormément de santé et ça prévient la chute des cheveux. Et puis, c'est très bon pour la prostate. Donc, actuellement, il y a des études scientifiques qui sont parfaitement randomisées et qui montrent que la consommation régulière d'une cuillère de pollen pour les messieurs prévient le cancer de la prostate. Donc, c'est très utile. Et on peut en prendre aussi, les femmes aussi peuvent en prendre parce que c'est un facteur stimulant, mais comme c'est un élément yang, il ne faut pas non plus en prendre 10 cuillères à café par jour pour les femmes, parce que ça a comme tendance à faire pousser les cheveux, mais aussi les poils. Donc prévoyez l'épilation, mesdames, si vous prenez beaucoup de pollen. C'est très net. Alors, pollen frais, frais, ça veut dire qu'il vient de sortir de la ruche et qui est non transformé. Donc, ça ne veut pas forcément dire congelé, quoi, parce qu'il n'y a pas de congélation chez les abeilles. Donc, frais, je suis sûre que c'est mieux le pollen frais. Mais nous, on n'utilise pas du tout la congélation parce que c'est gourmand en énergie et ça oblige donc à non seulement conserver, mais aussi transporter le pollen en consommant beaucoup d'énergie. Et en fait, on a trouvé un moyen de conserver le pollen vraiment frais, non pas au sens température, mais au sens fraîcheur par rapport à la ruche. Dans notre système, le pollen, il est à l'intérieur de la ruche et elle le ventile, les abeilles. Donc, comme il fait chaud et elles enlèvent l'humidité dedans, le pollen est en dessous de 10% d'humidité et il se conserve très bien dans le pot sans avoir besoin de le congeler, ni de le mettre au réfrigérateur. Donc, il y a toujours moyen, en regardant la nature, de trouver des systèmes plus simples. Bon, bien sûr, il faut le laisser un petit peu plus longtemps dans la ruche pour que les abeilles aient le temps de le ventiler. Sinon, le pollen récolté classiquement ailleurs qu'en apiculture douce, il peut contenir jusqu'à 30% d'humidité. Il ne va pas se garder. Donc, ils sont obligés de le congeler pour qu'il se garde. Nous, on n'a pas besoin. Bon, ça s'appelle le pollen hydroplus. En fait, il est doucement séché par les abeilles sans transformation agressive. On a aussi du pollen en stick qui est encore mieux pour la conservation. C'est des petits sticks en papier bien étanches. Donc il y a juste la dose de pollen et il est très moelleux. Il ressemble au pollen congelé, sauf qu'il n'a jamais été congelé. Donc c'est quand même mieux pour moi de ne pas congeler. C'est des méthodes qui sont beaucoup utilisées, mais il faut savoir qu'on arrive vous savez qu'on est sur la même planète tous et on va arriver à une crise énergétique très importante.
Donc toutes les méthodes qui vont permettre de faire sans énergie et avec l'énergie naturelle de la nature, ça sera mieux. Et nous, comme on travaille dans notre laboratoire Mielerie dans les Pyrénées, on est autonome en énergie. On veut éviter à tout prix la congélation pour cette raison-là, parce qu'on a la responsabilité des abeilles. Donc le pollen congelé, je ne dis pas que c'est pas bon, mais je crois que c'est encore mieux pas congelé. Mais, et les aliments congelés, d'une manière générale, il y a le facteur énergétique qui est important, le fait que ça soit gourmand en énergie. Il y a le risque aussi de rupture de la chaîne du froid, si c'est décongelé, recongelé, quoi qu'on dise. Et puis la troisième problématique, c'est la problématique énergétique. Nous, on travaille en bioélectronique et en cristallisation sensible. Donc on a testé de congeler ou de ne pas congeler un aliment ou un pollen, et on voit qu'il y a beaucoup plus de vitalité dans nos méthodes d'analyse. La vitalité du produit est mieux préservée quand il n'est pas passé au congélateur. Donc c'est mieux de ne pas congeler les aliments. Voilà. Mais bon, ça c'est notre point de vue à nous. Je sais qu'il y a beaucoup d'offres de pollen congelés, mais je crois qu'il ne faut pas appeler ça du pollen frais, parce que ce n'est pas frais, c'est froid, c'est très froid. C'est différent de frais. Alors c'est sûr que, vous savez, quand il y a eu la disparition des abeilles aux États-Unis il y a 10 ans, ils pollinisaient les amandiers massivement avec des abeilles, puis d'un coup plus d'abeilles, toutes mortes. Donc là, gros affolement, parce que les amandes aux États-Unis, c'est un gros poids économique. Donc ils ont réuni dans le Minnesota un consortium des meilleurs scientifiques du monde dans tous les domaines de la nature, de la santé animale, et ils les ont laissés travailler pendant 3 mois. Puis au bout de 3 mois, résultat de leurs recherches, ils ont dit des abeilles respectées, bien traitées, des reines qui sont fécondées naturellement sans insémination artificielle, seront en bien meilleure santé et il y aura beaucoup moins de mortalité. Donc c'est simple comme résultat, c'est que plus vous manipulez les abeilles, plus vous les brutalisez. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui font de l'insémination artificielle maintenant. C'est la grande mode. Ils sont un peu en retard parce que à l'époque des 30 glorieuses, là, on a inséminé les vaches. Maintenant, c'est les abeilles. Donc les abeilles, il faut les laisser le plus tranquilles possible. Et là, en ce moment, notre projet, c'est de développer de plus en plus de ruchers fixes. On récoltera que de la propolis et très peu de miel. Parce que la propolis, ça ne les dérange pas du tout, les abeilles. Quand on récolte ça en pourtour de la ruche, donc on ne rentre pas dans le ventre de la ruche. Et donc, on voudrait développer un maximum de ruchers fixes dans les plus beaux endroits des Pyrénées et des environs. On a aussi des ruches en Provence pour pouvoir justement avoir du miel de thym, et la propolis est très bonne là-bas. Et là, on aimerait en avoir... donc, on a la vision dans 10 ans. On a même calculé combien de ruchers on pourrait avoir pour n'avoir que des ruchers dans les meilleurs sites avec des kilomètres à la ronde, que des plantes bio et sauvages, et développer cette apiculture douce au maximum pour avoir que des abeilles heureuses et non dérangées et donc pas malades. Alors il y a toujours une mortalité possible d'abeilles, si justement un animal sauvage, un ours ou une vache qui en estive renverse une ruche, si elles restent dehors, elles vont mourir. Mais il y a un risque accidentel. Mais les abeilles, elles ont vraiment le secret de la santé, donc il n'y a aucune raison de leur mettre des médicaments en supplément de ce qu'elles fabriquent déjà dans la ruche. Si vous avez des ruches vous-même, non vous... Ouais. Oui. Alors bon... Mais où que ce soit, vous pouvez déjà, faut choisir un bon emplacement pour les ruches,
avec énormément de biodiversité de plantes autour, c'est très important, qu'elles aient à manger des fleurs naturelles et non pas du sirop. Ça, c'est vraiment le premier facteur. Après, le varroa, actuellement, quand on teste de traiter, même avec des huiles essentielles, ce qui est bien sûr autorisé en bio, et non traité, vous avez le même résultat. Donc, parce que les huiles essentielles, c'est quand même assez fort au niveau odeur, et c'est difficile à doser. Donc, quelquefois, vous perturbez davantage les abeilles que de les laisser elles-mêmes se débarrasser du varroa. Alors, la première année, vous aurez peut-être quelques ruches qui vont disparaître parce qu'elles étaient déjà affaiblies, mais en fait, elles vont elles-mêmes sélectionner petit à petit des méthodes pour se débarrasser et du varroa et du frelon, hein, parce qu'il y a aussi des ruches très résistantes au frelon asiatique où il faut que l'équilibre soit préservé. Mais pour parler du frelon asiatique, donc le frelon asiatique, c'est une espèce de frelon qui n'existait pas en France il y a 10-15 ans et qui est apparu progressivement suite à des traitements très nombreux qui ont été faits dans tous les champs cultivés et qui donc ont fait disparaître petit à petit le frelon crabeau et tous les hyménoptères style guêpe qui étaient de moins en moins nombreux. Comme la nature a horreur du vide, il y a un frelon d'une autre espèce qui s'appelle le Vespa velutina qui s'est développé petit à petit et qui est beaucoup plus résistant aux pesticides et qui est beaucoup plus rapide, véloce et se laisse moins facilement détruire. Donc, dans les deux cas, que ce soit le frelon crabeau ou le Vespa velutina, sont quand même des ennemis des abeilles, mais c'est aussi des ennemis des moustiques et des mouches. Donc, un nid de frelon détruit des milliers de mouches et de moustiques par jour. Donc, la nature s'organise pour avoir un équilibre. Donc, si on continue à utiliser des pesticides, on aura encore plus de frelons crabauds. Même aux États-Unis, maintenant, ils ont un nouveau frelon encore plus gros, qui est gros comme un colibri et qui attaque encore plus les abeilles. Donc, en fait, la présence du Vespa velutina, il est vraiment lié aux pesticides. Et donc, si on arrête de mettre des pesticides, des insecticides et des destructeurs d'insectes, le Vespa velutina, il n'aura pas besoin d'être aussi nombreux. D'ailleurs, à certains endroits, il périclite. Il sera compensé par d'autres espèces animales, d'insectes, et notamment par les abeilles, qui sont beaucoup plus fragiles que le Vespa velutina. Donc, dans un endroit donné, si vous avez beaucoup de Vespa velutina, c'est aussi qu'il y a beaucoup de pesticides, ou qu'il y a eu beaucoup de pesticides. Là, nous, on est à Cauterets, dans les Pyrénées, donc c'est à 1000 mètres d'altitude, c'est magnifique. Et on a des frelons. Hein. On a plein de frelons, donc on est quand même gênés. Les abeilles sont embêtées, mais ça ne dure pas longtemps. Actuellement, le frelon, il commence à venir vraiment auprès des abeilles à partir de fin août. Et puis, vers la fin septembre, comme il fait froid, ils disparaissent. Mais il faut quand même déplacer parfois les ruches quand il y a beaucoup de nids de frelons, même en montagne. Donc, c'est une attention portée aux abeilles. Mais bon, là, moi, si je suis aujourd'hui à Marjolaine avec vous, et je pense que vous êtes tous là aussi pour ça, c'est justement pour participer par notre consommation de produits bio à la disparition des pesticides. Si tout le monde faisait comme nous, consommer bio, il n'y aurait plus de pesticides, il n'y aurait plus de frelons asiatiques et les abeilles iraient très bien. Donc bravo d'être là déjà. Il y a peut-être d'autres questions. Vous vouliez poser encore une autre question? Alors là, le nombre d'abeilles en France, il ne diminue pas. Hein. Il commence à augmenter. Il y a eu une baisse du nombre de ruches. Actuellement, ça s'est restabilisé à la hausse. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait dire il y a 5 ans, le nombre de ruches en France est en augmentation et augmente beaucoup même en ce moment. Et c'est grâce à un phénomène formidable qui est l'apiculture amateur. Merci à votre mari, c'est ça Donc, en fait, les personnes se sont pris d'amour pour les abeilles et tout le monde a un désir de ruche. Il y a énormément de personnes qui veulent faire de l'apiculture ou avoir des abeilles, pouvoir justement les protéger et vivre auprès d'elles. Alors bravo, parce que le principal produit de la ruche, c'est la présence des abeilles. Et c'est par la présence des abeilles aussi qu'on est régénéré. Leur bruit, l'air de la ruche, non seulement féconde autour de nous, mais
aussi nous apporte beaucoup. Quand vous écoutez le bruissement des abeilles, quand vous avez une ruche juste à côté de vous qui vole, c'est vraiment le la du diapason, c'est le home de la méditation, et c'est un facteur de stabilité pour les humains. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours des abeilles et des ruchers autrefois dans les villages, notamment autour dans les presbytères ou chez les instituteurs. C'est parce que ça a aidé les élèves à être calmes, les personnes se régénérer auprès des ruches. Donc l'apiculture amateur a permis de réaugmenter le nombre de ruches. Donc il y a moins d'apiculteurs professionnels, mais plus d'apiculteurs amateurs qui font le mieux possible. Et justement, quand vous êtes apiculteur amateur, vous ne vous laissez pas convaincre de mettre des produits de traitement ou de la nourriture artificielle dans la ruche. Et nous, c'est pour ça qu'on enseigne l'apiculture douce. Certaines personnes qui sont dans la salle sont venues déjà à nos formations d'apiculture douce pour se connecter avec les abeilles et apprendre d'elles et ne pas les traiter. On peut parfaitement ouvrir les ruches sans voile ni enfumoir, n'est-ce pas, Rodolphe ? Donc moi, je suis pas apiculteur, mais je consomme ce type de produit depuis quelques années. C'est vrai que j'ai fait la formation avec Catherine au mois de septembre, n'ayant aucun historique avec les abeilles, encore une fois. Et c'est vrai que tout ce qui a été dit, je retrouve ce que j'ai ressenti au mois de septembre. C'est-à-dire la communication avec les abeilles se fait, en effet, puisqu'il n'y a aucun moyen agressif vis-à-vis d'elles. Elles sont respectées et elles vous le donnent en retour. Ce qui est assez stupéfiant pour quelqu'un comme moi qui, encore une fois, n'avait pas d'expérience en tant qu'apiculteur amateur avec les abeilles. Donc ça fonctionne, ce système fonctionne au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Là, vous avez ceux que ça intéresserait, qui sont ici, qui voudraient suivre des formations d'apiculture douce. On donne quelques formations dans l'année sur place dans les Pyrénées, et on a un petit programme de formation qui permet aux apiculteurs de découvrir les principes de l'apiculture douce à travers différents aspects. Et c'est une durée de 2 jours et demi chaque formation. Et donc, bien sûr, on a un nombre de places limité, donc on n'en fait pas une énorme publicité, mais on prend une dizaine de personnes à chaque formation. On les initie à la communication avec les abeilles. Alors, on commence par ce qu'on appelle le yoga des abeilles, c'est-à-dire apprendre déjà à revenir sur soi-même et sur son propre état d'âme avant d'aborder les abeilles. Et puis ensuite, tout ce qui va être amélioration de l'environnement des ruches, les maladies des abeilles, l'économie de l'apiculteur doux, l'apithérapie, l'apicosmétique. Et donc, c'est enseigné chez nous. Et donc, on est au stand L10, parce que là, on va laisser la place au suivant. Donc, on est au stand L10 et toutes les questions que vous voulez vous poser. On pourra vous faire goûter aussi cette boisson alchimique